Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Bonjour à tous, c'est Vera. Bienvenue dans Witchy Planet, la chronique qui vous emmène partout dans le monde à la découverte de lieux envoûtants et emblématiques de l'ésotérisme. C'est parti, suivez le guide. Et oui, c'est parti, suivez le guide les amis, donc il est 10h04. Si je vous ai mis ce petit jingle, c'est parce que je suis avec Vera. Coucou Vera. Salut Alina, salut les enchanteurs. Ça va bien ma petite pupusse? Eh ben écoute, nickel. Alors, je tiens à te dire officiellement, de vive voix, bravo pour cette jolie chronique avec Cadarne vous raconte. C'était vraiment magnifique, t'as mis le ton et tout, c'était top. Hein. Ah bah écoute, c'est gentil, ça me fait plaisir. Et puis ce qui me tenait à cœur, c'était vraiment de rendre sa valeur, on va dire, au texte qu'avait si bien écrit Cadarne. Donc bah écoute, contente si ça t'a plu, puis j'espère que ça a plu aussi à l'intéresser. Ah, je pense que oui. Hein. Cool. Et pas que lui, je pense. Hein. Je pense aussi que les enchanteurs ont vachement apprécié. Alors, ma petite choupinette, donc nous sommes le 3e dimanche du mois. Et comme chaque 3e dimanche du mois, nous avons l'immense bonheur de te retrouver pour Witchy Planet. Et cette semaine, et oui, ce mois-ci, au mois de novembre, tu as décidé d'ouvrir les portes à la magie et au mystère de la Corse. Mais oui, je vais venir vous réchauffer un petit peu en vous emmenant dans cette merveilleuse île. Alors, il me tenait à cœur de vous en parler parce que moi, c'est un endroit que j'adore, dans lequel je me rends très régulièrement. Je pense, ces 10 dernières années, j'y suis allée, je pense, au moins une fois par an. Je suis une amoureuse de la Corse. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, à dire. Alors, il a fallu faire des choix, c'est toujours un petit peu difficile, mais j'espère que ça va vous intéresser. En tout cas, ça promet du lourd. Moi, j'ai vu ton plan et je peux te dire que ça a l'air merveilleux. Écoute. Et je connais pas la Corse, hein, donc. C'est vrai, tu es allée? Jamais. Ah, c'est vraiment, c'est vraiment on dit que c'est une montagne dans la mer, hein, la Corse, et c'est vraiment ça, et c'est vraiment une destination qui est vraiment très très chouette, qui est magique, et puis le peuple corse aussi mérite qu'on aille à sa rencontre et qu'on perce, on va dire, un petit peu le voile et puis les préjugés qu'on peut avoir, parce que je trouve que ça a beaucoup changé aussi ces dernières années. Moi, la première fois que j'y suis allée, c'était il y a, je pense, à peu près 25 ans. Et c'est vrai qu'au fil des années, j'ai vraiment vu que l'île s'ouvrait aussi et les gens également. Et c'est vraiment une île qui a beaucoup beaucoup d'âme et qui est surtout magnifique, quoi. Hein. On dit qu'on y trouve parmi les plus belles plages du monde, et c'est vrai. Et puis il y a ce mix de la montagne tellement brute, tellement sauvage, avec son maquis impénétrable, et cette mer. Enfin, c'est juste magnifique. Et en plus, alors moi j'y suis un peu sensible, mais je n'ai jamais mal mangé en Corse. Et je suis alsacienne, hein, mais alors en Corse, j'ai toujours très 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 bien mangé. En plus, tu nous donnes envie aussi d'y aller pour manger, alors. Hein. Mais oui, non mais vraiment, il faut y aller. Donc je vais essayer de vous la présenter un petit peu, cette belle Corse. Alors comme à l'accoutumée, je vais commencer par un côté un peu plus, je dirais, un petit peu plus académique, hein, vous présenter la carte d'identité de ce lieu, et puis progressivement, au fil de la chronique, on va rentrer dans des choses un petit peu plus ésotériques. Est-ce que ça vous va? C'est parfait, ma petite pupusse. Donc poussière d'étoiles, les amis. Oh, merci. Voilà, ça va me donner de l'entrain. Donc, la Corse, déjà pour parler un petit peu de l'origine de son nom. Alors évidemment, comme d'habitude, il y a beaucoup de variantes, beaucoup de spéculations, mais on dit que ça viendrait du mot Cyrnos, qui était le nom que donnaient les Grecs anciens à cette île. Et ce nom vient de la racine phénicienne kur ou kir, signifiant pointe, cap, promontoire, parce qu'on peut imaginer que les navigateurs qui l'abordèrent par le sud ou par l'ouest ont dû avoir cette forte impression de cette île, comme je disais, une montagne qui émerge de la mer avec tout hérissé de pointes et de promontoires. Et puis, les Phéniciens aussi avaient un autre mot pour désigner l'île. Ils l'ont appelée Corsaï, K-O-R-S-A-I,
qui signifie lieu couvert de forêt. Et c'est vrai que la Corse contraste beaucoup avec les autres îles de la Méditerranée par son aspect très verdoyant. Il y a une forêt très dense, composée de chênes, de hêtres, de châtaigniers, et ce maquis aussi, qui est excessivement dense et qui avait dû fortement marquer les Phéniciens qui venaient, eux, de régions qui étaient déjà déboisées. Voilà pour l'origine du nom Corse. Et la Corse est la 4e île de la mer Méditerranée par sa superficie, et c'est donc une collectivité territoriale unique française. Elle mesure 180 km de long du nord au sud, 82 km dans sa plus grande largeur, et sa superficie est de 8680 km². Donc elle est située à 12 km au nord de la Sardaigne. D'ailleurs, on sait que la Corse et la Sardaigne sont a priori des morceaux en fait de la Provence qui se sont détachés progressivement et qui sont descendus. D'ailleurs, on voit que la découpe même de l'île, que ce soit pour la Corse ou la Sardaigne, correspond parfaitement en fait à la découpe du sud de la Provence, et on y retrouve aussi d'ailleurs les mêmes pierres, beaucoup d'éléments qui prouvent justement que ces territoires en fait se sont détachés à l'époque de cet endroit-là. Donc je disais, à 12 km de la Sardaigne, elle est située à 83 km à l'ouest de la Toscane et à 171 km au sud-est de Menton, sur la côte d'Azur. Au niveau du climat, c'est un climat méditerranéen forcément, très très net, avec des hivers doux, humides, mais des étés aussi très chauds et secs. Et c'est par contre, comme il y a, de par son relief tourmenté, il y a de grandes différences d'altitude. On a des écarts de température importants. D'ailleurs, pour vous raconter un peu l'anecdote, je me rappelle d'une fois, on est allé avec mon mari, c'était déjà il y a, je pense peut-être pas loin de 15 ans en arrière. On rêvait vraiment de ce voyage, on avait vraiment besoin de se reposer, on voulait du soleil, on était très fatigués par notre travail et tout ça. Et donc, on avait à fond surinvesti les vacances, qu'on allait faire en Corse. Et quand on est arrivé en Corse, il faisait un temps de chien. Donc, on était déprimés comme pas possible. Et je me rappelle, on s'est arrêté dans un restaurant à Figari. Et le patron du restaurant, il avait vraiment vu notre mine complètement défaite. Et il nous avait dit non, mais vous verrez, le temps ici, mais d'une heure à l'autre, il change. Et c'est vrai que l'heure d'après, il y avait un très très beau soleil. Et donc c'est ça aussi qui est assez magique avec la Corse. Alors avec aussi, il peut y avoir des mauvaises surprises. On peut se dire il fait beau, puis tout d'un coup, bim, il fait tout gris, et puis ça rince. Mais c'est vrai qu'il y a ce temps qui est extrêmement changeant parce que justement c'est un terrain qui est très accidenté avec ses différentes différences d'altitude. Et voilà. Et ça concourt aussi, on va dire, de la spécificité du lieu. D'ailleurs, quand on monte à plus de 1500 mètres, on est clairement dans un climat alpin, et puis les sommets, ils sont souvent encore enneigés jusqu'en période d'été. Alors, les meilleures saisons pour visiter la Corse, je vais pas vous surprendre, c'est juin ou septembre, parce que là, vous avez les températures estivales et puis vous avez une fréquentation touristique qui est bien moindre. Alors en juin, les amis corses sont un peu moins, sont pas autant fatigués qu'en septembre, quand ils ont déjà la saison touristique dans les pattes. Mais voilà, vraiment juin, même déjà fin mai, je vous conseille d'y aller. C'est vraiment la meilleure période. Et puis, pour finir, justement, la carte d'identité de la Corse, on peut souligner donc qu'il y a 350 000 habitants. Donc, la population s'est beaucoup développée depuis le 19e siècle. Et c'est une très faible démographie qui fait que la Corse est le territoire le moins peuplé de France métropolitaine. Alors, ce qui explique beaucoup cela, c'est aussi le transport intérieur qui est très très compliqué, et puis comme je vous disais aussi ce maquis très dense qui fait que c'est une île qui est quand même beaucoup aussi occupée par cette nature sauvage, et c'est ce qui fait d'ailleurs tout son charme. Et d'ailleurs il faut dire que les Corses ont
ont très bien réussi à protéger leur île, à préserver la nature, à protéger leur littoral de la bétonisation. Et ça, vraiment, c'est ce qui fait que cette île est restée si belle encore et toujours. Et c'est ce qui fait que du coup, l'île vit principalement du tourisme, hein, parce que c'est une économie qui est très spéciale. Il y a très peu d'industrie, moins de 10%. Il y a une agriculture assez faible. Alors bien sûr, on va avoir les clémentines, on va avoir même maintenant les kiwis, on a pas mal aussi d'élevage, la production de fromage qui sont d'ailleurs délicieux. Mais voilà, ça reste quand même, on va dire, une agriculture assez faible. Et puis, c'est surtout finalement le tourisme et puis le BTP, la construction qui vont qui vont être le socle de cette économie. Mais ce qui va sauver la Corse, c'est ce riche patrimoine culturel et puis cette chaîne de montagnes qui culmine à plus de 2700 mètres d'altitude et qui justement fait que l'activité touristique est si développée, puisque il y a les gens qui cherchent, on va dire, ces lieux paradisiaques, mais les passionnés de randonnée vont bien sûr y trouver leur compte avec le fameux GR20. Qui attire beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est le tourisme, c'est 5 millions de nuitées par an en Corse, principalement concentrées donc sur le littoral et pendant la période estivale. Et voilà, oui. Le GR20, c'est quoi précisément? Alors, c'est un chemin de grande randonnée et qui te permet en fait de traverser la Corse de part et d'autre. Et c'est un chemin de randonnée qui est costaud, hein, donc ça s'adresse à des gens qui sont entraînés, qui ont très bien préparé cela, et c'est vrai que les amoureux de la randonnée connaissent très bien en fait le GR20. Ça fait partie des chemins de randonnée mythiques en France. D'accord, parce que quand j'ai entendu ce nom, tout de suite j'ai pensé, je sais pas pourquoi, à un château. Ah non, c'est vraiment chemin de GR, c'est pour grande randonnée, me semble-t-il, hein. Mais si on a des pros de la rando, alors moi j'aime bien la rando, hein, mais je serais pas en condition, je pense, pour faire le GR20. Mais voilà, peut-être, j'espère que c'est ça, mais je crois que c'est ça, hein, le GR, je crois que ça veut dire ça, grande randonnée. Ouais. D'accord, en tout cas c'est un très joli nom, ça donne envie de monter les côtes. Voilà, donc pour un petit peu dresser le portrait de cette Corse. Et puis comme d'habitude, je vais vous emmener cette fois-ci dans son histoire, parce que évidemment, pour comprendre un lieu et encore plus une île comme la Corse, avec tout ce caractère qu'on lui connaît, eh bien c'est intéressant de se pencher un peu sur son histoire, parce que c'est là que vous allez vraiment y trouver les sources de beaucoup de choses qui résonnent encore aujourd'hui, évidemment. Donc, bien sûr, la Corse, les premiers habitants, ça date de la préhistoire, donc plus particulièrement déjà de l'ère du néolithique, donc c'était le 7e millénaire avant Jésus-Christ, et c'est prouvé par les découvertes qui ont été faites dans le sud de la Corse, notamment la Dame de Bonifacio, qui est un squelette féminin qui daterait de 6750 avant Jésus-Christ et qui a été découvert donc à Bonifacio, hein, comme l'indique son nom, en 1972, et qui est l'une des plus anciennes traces d'inhumation en Corse. Voilà, donc c'est une des premières traces de vie aussi, hein. Voilà pour la période préhistorique, et on y reviendra un petit peu plus loin. Il y a du néolithique, il y a beaucoup de sites mégalithiques notamment, hein, qu'on peut visiter en Corse, mais je vous en parlerai juste après. Donc forcément, cette période-là de l'histoire de la Corse est encore assez présente dans l'île, notamment par le biais de deux sites qu'est Coria et Filitosa. Alors passons maintenant à l'Antiquité. Donc la Corse a été envahie par les Tauréens, puis les Étrusques, puis les Phéniciens et enfin par les Phocéens. Et c'est les Phocéens qui ont fondé Alalia, qui s'appelle aujourd'hui Aléria, donc en Haute-Corse. Et lorsqu'ils ont été chassés par les Carthaginois en 575 avant Jésus-Christ, ils sont allés fonder en fait Massilia, Marseille.
Ensuite, donc, les Corses ne restèrent pas très longtemps seuls, puisque en 259 avant Jésus-Christ, donc 300 ans plus tard, ils ont eu la première invasion en provenance d'Italie par les Romains, puisque, comme vous vous en doutez, les invasions par justement en provenance d'Italie ont beaucoup façonné le visage de la Corse. Donc cette occupation romaine, elle a été marquée par des pillages, par beaucoup de destructions qui ont été évidemment très mal vécues par le peuple corse, qui a commencé à se révolter parce que beaucoup d'entre eux ont été capturés, ont été réduits en esclavage. Et c'est donc à cette époque-là que la ville de Mariana, en Haute-Corse, a été fondée et que la Corse est devenue, à proprement dit, une province romaine. Au Moyen-Âge, alors que la Corse était entrée dans l'ère chrétienne et avait fondé ses sièges épiscopaux dans différentes villes de l'île, comme Aléria, dont je vous parlais avant, Mariana, mais aussi Ajaccio, par exemple, eh bien, il y a eu des invasions barbares qui ont été, qui sont venues marquer justement ce Moyen-Âge au 5e siècle après Jésus-Christ. Donc, c'est les Vandales et les Ostrogoths qui ont commencé à s'attaquer aux évêchés corses, qui se sont emparés des routes, du littoral et qui ont quelque part poussé les Corses à se réfugier à l'intérieur des terres. Et ce n'est qu'en 1077 que cette période d'hostilité a pris fin par suite d'une décision du pape Grégoire VII qui a décidé de confier l'administration de la Corse à Pise. Et donc, à ce moment-là, c'est là qu'en fait, ils ont aussi réparti les différents évêchés qui ont été reconstruits et qui ont été divisés, on va dire, en 2 gestions. Il y a 3 évêchés qui ont été confiés à Pise, il y en a 3 autres qui ont été confiés à Gênes, et en fait, il y a eu une forme de compétition, d'hostilité entre les 2 villes. Et la Corse, pendant cette période-là, va ressortir extrêmement affaiblie de cette double confrontation, de cette double domination. Et c'est alors qu'il y a 2 territoires corses qui vont être créés, ce qu'ils ont appelé l'en-deçà des monts, Terra dei Comuni, la terre des communautés, qui était pro-Gênes, et l'au-delà des monts, Terra dei Signori, la terre des seigneurs, qui était pro-Pise. Et la résistance corse, qui a été séparée en 2, ne va pas résister à cette nouvelle domination génoise qui va durer près de 5 siècles, donc jusqu'en 1729, donc c'était extrêmement long. Et cette domination toute puissante par les Génois ne va pas seulement affaiblir le peuple, mais également l'économie de l'île tout entière, parce que finalement les Corses, ils ont été déjà à cette époque-là mis à l'écart des hautes administrations, et ce qui va déjà donner lieu à de nombreuses insurrections. Et c'est justement à partir des années 1700 que les plus importants combats des Corses vers l'indépendance vont se jouer. Et c'est là que des figures emblématiques de la résistance corse vont s'élever, dont le fameux Pascal Paoli, qui a été proclamé en 1755 général en chef de la nation corse. Et c'est lui qui va être en charge de mener l'île vers l'indépendance. C'est lui aussi qui va rédiger la première constitution inspirée de l'esprit des Lumières, qui va faire de la Corse la première région au monde à bénéficier d'un État démocratique moderne, mais aussi à donner le droit de vote aux femmes, avant donc la guerre d'indépendance américaine et la Révolution française. Donc, vous voyez, c'est quand même un pan, on va dire, de l'histoire de la Corse qu'on connaît très très peu, mais qui est vraiment intéressante à souligner et puis qui est très importante aux yeux des insulaires. Donc, je pense que ça méritait d'être souligné justement ce modernisme déjà de l'époque. C'est quand même assez impressionnant. En plus, alors les noms que tu as cités tout à l'heure sont magnifiques. Ça donne envie, quoi. On comprend un petit peu d'où vient, en fin de compte, l'origine de tout ça en t'écoutant. Mais c'est ça, parce que c'est vrai que quand on va en Corse, c'est bien sûr c'est la France, mais la Corse c'est la Corse avant tout, et c'est en fait il y a ces traces qui viennent justement de cette période de Gênes, de la domination de Gênes, mais c'est vrai que ça vient imprégner les noms, les patronymes, les noms des lieux, la cuisine évidemment, et c'est vrai qu'on est déjà parti en voyage quand on entend tous ces noms qui sont des noms chantants à l'oreille, quoi.
Ah bah écoute, Mariana, Aleria, Nebbio, Sagon, Ajaccio, c'est beau. C'est magnifique. Ah, j'adore. Et voilà, rien que les noms font déjà rêver, donc imagine d'y aller, te retrouver là-bas, franchement, on dirait des noms de royaumes, tu sais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est beau. Ouais, tout à fait. Alors justement, donc à partir de la fin du XVIIIe siècle, en Corse, la Corse, elle va être cédée à la France par les Génois qui étaient alors très affaiblis, qui ont été dépossédés de leur souveraineté. Et bien sûr, c'est là que les Corses décidèrent de résister contre les Français. Oui, ça commençait déjà. En fait, ils ont toujours résisté à tout, les Corses. C'est pour ça qu'ils sont rebelles. C'est ça, ceci explique cela. Donc, il y a 2 batailles à cette période-là qui vont marquer l'histoire. C'est Borgo, en 1768, qui va donner la victoire aux Corses. Et ensuite, Ponte Novo, en 1769, donc l'année d'après, où là, l'armée de Pascal Paoli fut cette fois-ci écrasée. Et alors là, je vais vous raconter une période de l'histoire que moi, je ne connaissais pas, mais que je trouve super intéressante. En fait, quand la fin de l'indépendance de la Corse sonna, Pascal Paoli, en fait, donc le fameux général en chef de la nation corse, il va s'exiler à Londres, où il va tisser des liens très très forts avec le royaume anglo-saxon. Et justement, c'est grâce à ce partenariat qu'il va arriver à combattre à nouveau les Français en 1794. C'est pas si vieux que ça, 1794, à l'échelle de l'humanité, si on réfléchit 2 secondes. Et il va créer un royaume anglo-corse très provisoire, mais où l'île va être, qui était alors indépendante, il avait réussi à combattre les Français, va être rattachée à l'Angleterre. Je trouve ça juste hallucinant, je connaissais pas du tout cette période cette partie-là de l'histoire de l'île. Donc il y a quand même un lien avec l'Angleterre. En fait, l'Angleterre est partout, quand on y pense. À cette période-là, au XVIIIe siècle, effectivement, les Anglais étaient très présents dans les colonies, etc. Alors là, ça a été très furtif, puisque ça a duré une année et demie peut-être, parce que ce royaume qui avait été donc créé, quand les Anglais vont être chassés par les Français en 1796, et notamment, c'est le tout jeune général Bonaparte, puisque Napoléon Bonaparte est né à Ajaccio. D'ailleurs, vous pouvez aller visiter la maison familiale des Bonaparte à Ajaccio, qui est assez intéressante, à faire. Et donc, c'est Bonaparte qui a aidé à chasser justement les Anglais, et donc qui mit fin à cette petite période, où la Corse était pas que anglaise, mais elle était anglo-corse. Voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment à ce moment-là que le sort de la Corse va être définitivement lié à celui de la France. Alors, quand on arrive justement là sur le dernier siècle, donc le XXe siècle, on peut souligner que les guerres de 14-18 et de 39-45 vont laisser beaucoup de traces dans l'île, parce que ça va mener à un fort appauvrissement. Bon, déjà, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts, évidemment, qui ont été mobilisés aussi. Mais c'est à partir de cette période-là qu'il y aura aussi beaucoup quelque part de pauvreté, puisque les produits exportés de Corse étaient très fortement taxés, donc ça rendait quasiment impossible en fait la compétitivité de l'île. Et donc souvent les Corses ont été obligés de s'exiler pour fuir la misère. Et puis on le sait, la misère, la pauvreté, ça fait le lit de la résistance, voilà, ça fait le lit de la colère, et c'est comme ça que aussi les résistances, les revendications ont continué et ont permis aussi finalement à la Corse d'être à la fois le premier département français à être libéré en 1943, mais aussi à devenir beaucoup plus loin à être pris en compte dans ses spécificités et dans ses revendications par l'État français. Donc la région Corse, elle va être créée en 82 en tant que collectivité. En 91, elle acquiert le statut de collectivité à statut particulier, qui est dénommé Collectivité territoriale de Corse. Et enfin, c'est depuis 2018, en application de la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale,
que la Corse acquiert le statut particulier de collectivité au sens de l'article 72 de la Constitution, de type collectivité territoriale unique, dénommée collectivité de Corse. Voilà. Bon, bien sûr, et ça vous l'avez suivi dans l'actualité, on parle encore et on n'est pas encore sorti de parler de autonomie versus indépendance de la Corse. Ça reste un sujet qui est très saillant et qui est très présent dans l'actualité et dans l'île évidemment, quoi. Moi, la Corse me fait un peu penser dans sa manière d'être aussi, son histoire à la Bretagne. Oui, et tu as raison de faire le parallèle parce que c'est des territoires de la France ou des bouts de la France qui sont déjà, alors là bien sûr c'est une île, donc c'est pas comparable avec la Bretagne, mais qui sont situés dans les extrémités où il y a aussi, on va dire, une identité très très forte. Où les gens ont beaucoup combattu aussi pour leur identité, pour leur liberté. Je pense aussi à l'Alsace, forcément, excusez un petit peu de chauvinisme, mais voilà, ça va être le cas aussi pour les Basques, et c'est pour les Bretons, et c'est vrai que souvent en fait on fait le parallèle entre ces différents lieux, ces différents peuples, parce qu'on va retrouver des identités très très fortes, et ces identités elles sont très fortes et souvent teintées aussi de révolte et de rébellion, parce que l'histoire a fait qu'ils ont été, en tous les cas pour la Corse, malmenés, toujours envahis par différents peuples avec des cultures très différentes, et c'est ce qui fait aussi que, comme partout, la culture d'un peuple, d'un endroit, c'est finalement, on va dire, l'empilement et la fusion à tous les niveaux de tous ces peuples qui sont passés par là et qui ont laissé du bon et du moins bon, évidemment. Ça mérite vraiment des poussières d'étoiles, les amis. Vraiment, franchement, waouh, Vera. Vera, tu m'impressionnes avec autant d'informations vraiment bien développées et en même temps résumées. J'espère que je vous ai pas trop perdu, parce que c'est que la partie sur l'histoire, c'est toujours ça peut être un peu chiant, donc j'essaie toujours à peu près de synthétiser sans que ce soit trop synthétique non plus, parce que sinon ce serait pas bien, je veux dire, de faire ça à un lieu, mais et les gens qui sont passés par là, quoi. Mais voilà, donc tant mieux. J'espère que c'était assez clair. Je t'assure que vraiment, on a des retours là sur le chat, notamment Géraldine qui nous dit c'est passionnant. Abyss qui dit l'Alsace. Oui, Abyss, mais oui, ouais, parce que vous savez que, alors c'est peut-être pour les nouveaux auditeurs qui ont rejoint Radio Antasia, mais Abyss et moi on est alsaciennes, voilà, oui, on est même du même département, donc forcément on partage beaucoup de choses en commun. Ouais. Il y a la team d'Alsace, il y a aussi Gros bisous Abyss. Il y a aussi Mimi qui est d'Alsace. Vous êtes quand même quelques-uns d'Alsace, Aïe, attention, dis pas ça, parce que Mimi est de Moselle. C'est dans le Hartung. C'est pas loin. Par contre, c'est pas loin, c'est vraiment pas loin. Non, c'est pas non. Non, c'est pas l'Alsace. Non, c'est l'Alsace et la Lorraine, c'est pas la même chose. Oui, c'est vrai. Attention, là tu vas réveiller des vieilles blessures. Non, mais non, mais t'inquiète pas. Blague à part, en fait, il y a beaucoup surtout avec la Moselle, qui est donc une partie de la Lorraine. On a beaucoup de choses en commun. Moi, mon papa, il est mosellan, donc d'ailleurs pas très très loin de chez Mimi, donc. Non, gros bisous aussi à Mimi, et c'est oui, il y a beaucoup de choses en commun entre les deux territoires. Alors, ça me fait un peu penser à ma région, Lyon, forcément, et quand on parle de Saint-Étienne, quand on dit que Saint-Étienne est à Lyon, non, surtout pas. Mais oui, oui. Voilà, donc je comprends ce que vous voulez dire, et en même temps, on reste zen, voilà. Oui, non, mais en fait, il y a toujours ces petites susceptibilité. Moi, je le vois dans le travail, en fait. En fait, on a beaucoup de choses en commun. Mais il y a toujours une pointe je dis bien dans le travail, mais il y a toujours une pointe de petite rivalité, et c'est drôle de se dire, mais punaise, c'est des trucs qui viennent de tellement loin. Et pourtant, on a vraiment, on a des patois qui sont aussi d'origine germanique, donc on peut se comprendre, pour ceux qui parlent le patois, évidemment. On a aussi des traditions culinaires qui sont très très proches, des arts populaires qui sont très ressemblants. Enfin bon, et puis voilà, et puis on a aussi vécu un petit peu les mêmes invasions aussi, parce que c'est vraiment juste à côté. Vraiment juste à côté. Et ouais, bonjour aussi à nos amis lorrains.
Et oui. Et ben voilà, c'est merveilleux. Alors maintenant, il y a la partie magique. Eh mais oui, donc on va commencer. Alors, on est encore un peu dans la visite, mais cette fois-ci, on va glisser vers le côté un peu plus ésotérique. Alors, je pourrais vous parler de plein de choses. Il y a plein d'endroits. Déjà, il y a des lieux hantés, il y a des chapelles magnifiques, donc des lieux de spiritualité qui sont waouh. Mais j'ai dû forcément faire des choix. Alors, le choix que j'ai fait, c'est de vous parler plutôt justement des pierres. Parce que quand j'ai été l'été dernier, j'ai visité. Alors, Dieu sait que je suis, comme je vous disais, hein, j'y vais vraiment régulièrement. C'est là que je passe mes vacances en fait tous les étés, et j'avais jamais visité en fait Filitosa, alors que c'est hyper connu. Et en fait, il y a donc des lieux mégalithique. Alors, je sais que sur Radio Antasia, il y a des amoureux des pierres. Je pense à Kadar, mais à d'autres personnes aussi qui sont passionnés par ça. Donc, vraiment rien que pour ça, la Corse aussi, c'est vraiment un endroit à visiter. Et là, vous allez être servis. Donc, j'ai vraiment fait ce choix-là de vous parler pour les amateurs de géobiologie, ceux qui aiment, qui recherchent l'énergie un petit peu tellurique, mystique, les hauts lieux vibratoires, de vraiment en fait focuser sur ça. Donc, je vais d'abord vous parler d'un lieu qui s'appelle Piana, les Calanques de Piana. Alors, c'est situé entre Ajaccio et Calvi. Et à cet endroit, vous avez en fait de magnifiques formations rocheuses de granit rose, mais je dirais presque rouge. Donc ça, vraiment déjà rien que la couleur de ce granit est vraiment très très marquante. Et à cet endroit, sculpté par les vents marins, vous allez pouvoir en fait observer une formation rocheuse très particulière en forme de cœur. Alors si vous souhaitez mon plan, vous verrez, j'y ai mis une photo. N'hésitez pas à me la demander sur mon mail, donc vera@radioantasia.fr. Et puis sinon, vous pouvez bien sûr googliser, vous tapez Pierre amoureuse Piana et vous verrez la photo. Et donc dans cette formation rocheuse, vous avez en fait un cœur qui est très très net. Et là, il y a forcément une légende locale qui va nous raconter que c'est en fait le témoin d'une histoire d'amour tragique. Alors cette histoire, elle raconte que Satan est tombé éperdument amoureux d'une jeune bergère, mais qui était mariée. Et cette bergère l'a rejetée. Et du coup, Satan, très vexé, foudrage, aurait du coup pétrifié le couple, donc cette bergère et son mari, aurait donc transformé le couple en pierre. Et la mer à ce moment-là s'est élevée et vient se jeter, on va dire, contre les rochers et a créé ce cœur, symbole de l'amour éternel de la jeune femme et de son mari. Voilà, et donc c'est un lieu qui est magnifique et qui propose aussi vraiment un point de vue assez époustouflant. Et puis pas loin, vous avez le village de Piana qui surplombe donc le golfe de Porto et qui est donc classé d'intérêt mondial par l'UNESCO, tellement c'est beau. Donc c'est un des plus beaux sites de Corse, Piana, et c'est un des plus beaux villages de France d'ailleurs. Il fait partie aussi du classement. Donc n'hésitez pas à vous arrêter à Piana. Et maintenant, je vais vous parler de ce lieu que j'ai visité cet été qui s'appelle Filitosa. Et Filitosa, donc, c'est un site qui est situé à Solacaro, dans la vallée de Taravo, en Corse du Sud. Et alors c'est composé en fait déjà c'est un lieu à ciel ouvert, puisque donc vous allez retrouver, en fait vous allez y trouver des vestiges des civilisations préhistoriques de Corse, et notamment des statues menhirs qui sont très particulières et qui sont vraiment réputées, parce que moi je m'y connais pas, parce que je suis pas une archéologue ni une historienne ni quoi, mais en fait pour les gens qui justement s'y connaissent dans tout ce qui est mégalithe, les statues menhirs c'est vraiment spécifique. Alors n'hésitez pas à googliser aussi Filitosa, statue menhir, pour voir à quoi ça ressemble. C'est vraiment très particulier, ça ressemble à rien d'autre. On sait pas trop ce que c'est. Alors on pense que ces pierres sacrées, alors bien sûr ça attestait de rites, c'était des lieux de culte qui étaient marqués par ces pierres-là. On sait pas si c'était en fait ça représentait les ancêtres de ces peuples ou alors leurs dieux, ou est-ce que c'était le culte des chefs. À Filitosa, on dit que c'est plutôt a priori le culte des chefs. Mais voilà, c'est vraiment et puis c'est juste incroyable de se dire
que ces pierres ont traversé le temps parce qu'elles datent du néolithique. Le néolithique, c'est les statues menhirs. Même si on a un petit peu de mal à les dater de manière précise, on sait en Europe que elles vont naître entre la fin du néolithique, donc le néolithique c'est moins 2000 avant Jésus-Christ, et l'âge du bronze, donc l'âge du bronze c'est moins 700. Voilà, donc et puis on sait qu'en Corse, en fait, on a fabriqué des statues menhirs jusqu'à l'âge de fer, c'est-à-dire jusqu'en moins 259 avant Jésus-Christ. Et donc, vous imaginez depuis le temps toutes ces pierres qui ont traversé le temps, puis qui gardent encore des détails très très nets au niveau des épées, au niveau enfin c'est vraiment, ça donne une impression très spéciale. Quand on voit ces statues menhirs, et le lieu est reconnu et est réputé aussi pour sa vibration énergétique. Donc pour les gens qui sont intéressés, qui sont sensibles par rapport à ça, c'est vraiment très beau. Le musée, la muséographie, la scénographie de ce musée est vraiment très très bien faite. Il y a beaucoup d'objets qui ont été retrouvés à l'occasion de fouilles, que ce soit de la poterie, que ce soit justement aussi des restes humains, des pointes de flèches. Enfin voilà, et il est vraiment magnifique ce musée. Et aussi sur ce site de Filitosa, si vous y allez, vous verrez il y a un olivier qui a plus de 1200 ans. Alors il faut le voir, cet olivier, il est énorme. Il est complètement tordu et alors moi j'avais ramassé une petite branche et que je garde encore là sur mon hôtel, petite branche de cet olivier, mais pareil quoi, un arbre qui a plus de 1200 ans, un olivier, enfin bon. Donc et juste au pied de cet olivier, vous avez ces statues menhirs, enfin c'est juste waouh. Donc retenez ce nom de Filitosa, c'est vraiment un site qu'il faut aller visiter. Et pour la petite anecdote, quand on a fini la visite du musée et on est passé par la librairie, je pensais à toi, Alina, je veux dire pourquoi, parce qu'en fait j'ai découvert en fait donc il y avait plein de livres forcément qui parlaient de la préhistoire ou qui parlaient de la Corse, voilà, de la faune, de la flore en Corse et tout. Et là, je tombe sur les bouquins de Ludovic Richer que vous devez connaître par sa chaîne YouTube, donc Les Mystères d'Arcana. Tout à fait, Arcana, oui. Voilà. Et en fait, j'interpelle mon mari et je dis mais Alina, tu venais d'en parler parce que je crois qu'il animait une conférence dans un festival qui se déroulait l'été. Je le connaissais par ailleurs et j'avais vaguement entendu dire qu'il avait écrit des bouquins. Mais je me suis dit mais c'est pas possible qu'en fait on retrouve les bouquins de Ludovic Richer dans la librairie en fait du musée de Filitosa. Et en fait j'ai discuté avec le patron de la boutique qui connaît bien Ludovic Richer et on a commencé à parler en fait du coup de la radio et puis lui me parlait de ce qu'il pensait justement de tout le bien qu'il pensait de Ludovic Richer et voilà. Et donc du coup en faisant cette visite, j'ai été replongée aussi dans cet environnement de la radio et tout ça, de tous ces liens autour. Donc ça m'y fait penser là maintenant en vous parlant de ce site. Waouh! Ça me fait penser un petit peu à mon expérience quand je suis allée à Brocéliande et que j'étais sur Arcadie et que j'ai justement découvert quand j'ai dormi au manoir du Tertre des personnes aussi qui y dormaient et qui croyaient qu'Arcadie à l'époque, enfin quand on faisait de la radio chez eux, ils pensaient que c'était une radio bretonne. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, hallucinant, parce que je parlais énormément de la Bretagne et de Brocéliande dans mes chroniques, et ils pensaient vraiment que c'était une radio en lien avec la Bretagne. Donc c'est mignon tout plein en fait, quand tu pars en vacances et en fin de compte tu es quand même plongé dans la radio, quoi. C'est fou. Mais c'est ça, c'est un peu comme quand tu pars en vacances et que tu tombes sur quelqu'un que tu connais, tu sais, qui vit dans le même patelin que toi, quoi. C'est toujours un peu, parfois même que tu connais pas très très bien, mais tu le reconnais. Hein. C'est comme un espèce d'anachronisme dans un film, quoi. Hein. Et là, c'était drôle et du coup, je me suis acheté les 2 bouquins de Ludovic Richer. Je les ai pas tous lus parce que c'est des gros pavés. Enfin, je les ai pas lus encore en entier. Les 2, j'en ai commencé un. Vous voyez, depuis cet été, mais bon, j'ai une grosse pile là qui m'attend. Mais d'ailleurs, c'est très très bien. D'ailleurs, je conseille parce que c'est vraiment, c'est hyper fouillé, hyper propre aussi. Enfin, je veux dire, il prend toujours vraiment, il est très très honnête en fait. Il a une honnêteté intellectuelle qui est vraiment top, quoi. Hein. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc voilà. D'ailleurs, je lui ai fait un petit message
voilà, venant de Filitosa. Non, c'est vraiment, voilà. Pour revenir à Filitosa, vraiment, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez continuer, si vous êtes passionné par ça, à ce moment-là, il faut aller à Coria. Donc, Coria, le plateau de Coria, il est situé près de Sartène, en direction de Tizzano. Et c'est un site qui, lui aussi, va vous émerveiller avec ses mégalithes de granit. Voilà, donc c'est aussi des pierres sacrées. C'est encore différent quand même de Filitosa. Certains disent que c'est pas la même vibration non plus. Bon, moi je suis pas à ce point sensible en fait à pouvoir comparer deux lieux, mais c'est vraiment aussi envoûtant. Et sur ce même plateau de Coria, vous allez pouvoir aussi découvrir le dolmen de Fontanaccia. Alors Fontanaccia, ça signifie mauvaise fontaine ou mauvaise eau, et c'est le dolmen le plus connu. Donc là, ça me fait penser un peu à la chronique justement de Cadarne, hein, quand on parlait justement d'essai. On disait que c'est voilà le dolmen le plus connu, le mieux préservé de Bretagne. Mais là, c'est le plus connu et le mieux conservé de la Corse. Et bien sûr, on le sait, un dolmen, c'est un monument funéraire, donc sa fonction, c'était évidemment de rendre hommage aux défunts. Et voilà, donc c'est pareil, vous pouvez le voir en photo si vous googlisez, dolmen de Fontanaccia. C'est un ensemble qui fait 15 tonnes, qui est très imposant, et qui témoigne vraiment en fait déjà de la maîtrise que pouvaient avoir ces gens de cette époque-là, de plusieurs millénaires en arrière, et qui ont pu justement monter, édifier un tel monument, et qui a été découvert, il faut le souligner, en 1840 par Prosper Mérimée. Hein, donc ça va forcément vous parler pour ceux qui ont lu ces œuvres, qui est donc un écrivain, un archéologue, et ce même dolmen de Fontanaccia, il est aussi appelé Stazzona Dio Diavolo, qui signifie la forge du diable, et qui a inspiré nombre de légendes qui alimenteront votre imagination. Et pour finir, alors c'est un petit peu différent, mais c'est des pierres quand même. Je voulais vous parler du village fantôme d'Occi. Alors, c'est un village qui est vraiment, vraiment à faire. Il est parmi les lieux les plus énigmatiques de Corse, parce que comme son nom l'indique, c'est un village abandonné. Donc, il est situé en Balagne, en Haute-Corse, et il est niché à 337 mètres d'altitude. Donc là, vous avez une vue panoramique aussi époustouflante, donc évidemment en bord de mer. Et c'est un lieu qui aurait déjà des origines médiévales, qu'on pense donc fondé au XVe siècle, enfin au XIVe ou au XVe siècle. On sait en tous les cas qu'en 1589, il était peuplé d'environ 150 habitants qui avaient en fait trouvé refuge parce que chassés, on va dire, par les invasions des Sarrasins qui venaient d'Afrique du Nord. Et au fil du temps, la population s'est réduite pour arriver à finalement complètement être vidée de sa population en 1918, date du décès de son dernier habitant qui s'appelait Félix Giudicelli. Et vraiment, mon conseil, c'est d'aller visiter. Alors déjà, ce village, vous ne pouvez y aller que par la voie pédestre, comme beaucoup de lieux d'ailleurs en Corse, hein, parce que je vous ai dit, les Corses, ils ont su préserver leur île, et ils ont su préserver certains lieux en particulier. Donc ce village, vous pouvez y aller qu'à pied, et il faut y aller au crépuscule, au moment en fait où le soleil se couche, parce que vous verrez, il y a une ambiance vraiment saisissante et envoûtante dans ce. Pareil, hein, vous pouvez aller le googliser. Et c'est voilà, de se retrouver dans ces pierres, dans ces bâtiments qui sont vides. Enfin, face à cette nature extrême, c'est vraiment très très beau. Alors ils ont rénové la petite chapelle où il y a des messes qui sont tenues depuis quelques années. Voilà, donc retenez aussi le village fantôme d'Occi, près de Lumio. Voilà, donc c'est pas très très loin de Calvi. Voilà pour la visite ésotérique. Et Alina, ce que je te propose, c'est de continuer maintenant avec la pratique ésotérique du lieu, et je vais vous parler du mazérisme. Oui. Ça te dit ?
tout à fait. Alors justement, c'est ce que j'expliquais sur le chat. Ton plan est énorme, mais énorme. Oui, ils sont toujours trop. Hein. Ah non, mais au contraire, c'est juste merveilleux. Donc je me suis permise de laisser ton mail aussi sur le chat. Franchement, oui, qu'ils n'hésitent pas, oui, bien sûr. Voilà, pour que les auditeurs puissent découvrir ton plan, parce que là tu dis plein de choses à l'antenne, mais il y a aussi des petites choses en complément, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de faire ta recette vu que c'est -10, et qu'après oui, bien sûr. Il y a Ether qui va venir pour sa merveilleuse chronique, et je dois aussi passer quelques rubriques, donc voilà, on va peut-être s'arrêter au niveau de la magie corse, parce que j'ai vu dans ton plan qu'il y a un lieu, enfin, il se passe quelque chose. Oui, en fait, en Corse, alors comme déjà vous l'avez compris, du fait de ce côté insulaire, les Corses, ils sont habitués à vivre dans un environnement quand même très brut, dans la solitude, au cœur des hameaux, où il y avait aucune route à l'époque, et donc ça fait que le peuple corse était très porté sur le mystique. Alors déjà, il y avait les bergers qui visaient l'avenir dans les œufs ou dans les omoplates d'agneaux sacrifiés. Croyaient aux esprits, redoutaient les sorcières qui venaient boire le sang des petits-enfants. Donc les sorciers insulaires, on les appelle les surpatori, donc ils peuvent prendre l'apparence de divers animaux, comme des serpents, des chats, des belettes, et ce sont des vampires assoiffés de sang. Donc ça, c'est un peu la spécificité des sorcières corses. Et ils peuvent être combattus, vaincus par des rituels, des prières spécifiques. Et chez les fées, la strega est présentée comme une lointaine cousine de la harpie, qui est un monstre mythologique au corps d'oiseau et à tête de femme. Voilà, donc il y a plein de comment dire de figures qui vont émailler vraiment, on va dire, les légendes et l'ésotérisme corse, puisque on va parler aussi des acciatori, donc c'est les mauvais esprits invisibles, ou les spiriti, les esprits des morts, ou comme je vous disais encore, les streghe, les sorcières ou les fées. Et il y a une figure en particulier dont je voulais vous parler, c'est celle des Mazzeri. Mazzeri ou Mazzeru au singulier, et le nom c'est le mazzerisme. Et c'est vraiment, on va dire, une des croyances encore vivaces et assez particulières et en tous les cas très respectée en Corse. En fait, le principe du Mazzeru, c'est une sorte de sorcier, une sorte de chaman, mais bon, on peut discuter du terme, qui est capable de tuer durant la nuit. Alors, en fait, c'est pendant son sommeil et dès lors que la population est endormie, que le Mazzeru, il va partir à la recherche de sa proie. Alors, le Mazzeru, c'est quelqu'un, c'est un homme ou une femme ou un enfant, comme vous et moi, mais qui a ce don funèbre très, très particulier. Et donc, le Mazzeru, il va dans ses rêves rechercher une proie. Et la proie en question, ça va être un animal. Mais cette proie va s'avérer en fait être un être humain. Donc c'est comment dire, c'est quelqu'un qui va donc mener une vie comme tout le monde, mais qui va être doté de ses pouvoirs surnaturels et qui va, je vais vous donner en fait un petit peu un exemple. Donc c'est le Mazzeru pendant la nuit, pendant ses épouvantables rêves, il va donc parcourir dans son rêve, poussé par une force mystérieuse, il va partir à la recherche d'une proie, posté derrière un arbre ou dans un bosquet. Il va guetter l'animal qui se laissera surprendre. Une fois qu'il l'aura tué, il sortira de sa cachette pour retourner l'animal sur le dos. C'est alors qu'il s'aperçoit que l'animal a en réalité le visage d'une personne qu'il connaît. Et cette personne du village, qui parfois peut même être quelqu'un de sa famille, mourra le lendemain ou quelques jours après. Parfois, le Mazzeru est éveillé. C'est une nuit de pleine lune. Il se lève pour fermer les volets et voit 2 lièvres dans le jardin. Il prend son fusil, il tire sur un lièvre et le tue tandis que l'autre s'enfuit. Plus tard dans la nuit, on frappe à sa porte. Il se lève et son fils entre affolé. L'un de ses 2 enfants vient de tomber brusquement très malade. Il faut aller chercher le docteur. À ce moment-là, le Mazzeru se réalise avec horreur que l'histoire des 2 lièvres avait une signification. C'est trop tard, le docteur ne pourra rien y faire, le petit est mort parce que c'est moi qui l'ai tué. Une autre fois, le Mazzeru rêve qu'il est à la chasse avec son chien et tire sur un oiseau brusquement surgé au-dessus d'un buisson. L'oiseau tombe, le chien hurle à la mort, le sorcier s'approche de l'oiseau. Il a à ses pieds le cadavre d'un homme de son village. Il se réveille alors tout en sueur. Quelques jours après, l'homme meurt. Donc c'est en fait des rêves prémonitoires, des visions où finalement on ne sait pas trop si le Mazzeru
est finalement en fait le messager de ce qui va se passer, donc ce caractère prémonitoire, ou alors est plus actif, c'est-à-dire est celui, en fait, l'acteur qui va appuyer sur le bouton et qui va en fait causer la perte de cette personne. Donc c'est ce qui fait que le Mazzeru en Corse est un personnage qui, même encore aujourd'hui, est craint et parfois haï, mais lui, il n'y peut rien en fait, parce qu'en fait, on ne cherche pas on ne devient pas, il n'y a pas de formation pour devenir Mazzeru. On a ça en fait en soi ou pas, et que le Mazzeru va porter finalement un très très lourd fardeau. D'ailleurs, le terme de Mazzeru signifie justement massue. Ça illustre aussi justement, on va dire, ce poids que peut représenter justement le fait d'être Mazzeru. Et vous verrez, si vous êtes intéressé par mon plan, je parle d'autres pratiques aussi qui sont très emblématiques, on va dire, de la sorcellerie des campagnes corses, hein, un petit peu à l'instar de ce qu'on va retrouver dans le Berry, etc. On va parler de l'incantatore, où on va voir si la personne elle a le mauvais sort à travers justement une pratique où on va remplir une assiette d'eau, on va y jeter des gouttes d'huile. On va parler de l'oju, donc le don de soigner aussi. Voilà, donc il y a différentes choses que vous pouvez retrouver. Et puis, comme tu le disais, Alina, dans la recette Witchy du coin, je faisais simplement en fait une référence à l'immortel, donc l'hélicryse, qui est une plante emblématique de Corse et qui est aussi une plante qui va être assez intéressante en magie et en sorcellerie, notamment dans tout ce qui est longévité, santé, guérison. Et donc là, je vous fais référence à l'article de Scott Cunningham dans son excellente encyclopédie des plantes magiques, qui parle justement des usages magiques de l'immortel. Voilà. Waouh! Que du bonheur, les amis. Donc, n'hésitez pas à récupérer le plan de Vera. Donc, Vera, VERA, radioantasia.fr. Bah, écoute, franchement, il y a que du bonheur sur le chat, hein. Je peux te dire, il y a plein de messages pour toi. On est tous impressionnés par tout ce que tu proposes, la manière aussi dont tu expliques tout ça. Franchement, on sent que voilà, tu es passionné par ce que tu expliques. Eh ben, je suis contente si j'ai réussi à vous faire voyager en Corse et vous donner l'envie d'aller découvrir cette île. Et pour Yule, je vous prépare une petite surprise aussi. On ira aussi dans un endroit très très chouette pour le mois prochain. Mystère et boule de chewing-gum. Eh oui, exactement. Suspense. Écoute, je te remercie grandement, ma petite Vera. Je te fais avec plaisir, Alina. Et les amis, on va donc se laisser pour une petite pause musicale, le petit jingle, et puis après coup, il y aura Ether d'ici quelques minutes qui passera à l'antenne. Je vais peut-être même vous passer tout de suite l'interview de Mike et Fred en direct de Disneyland Paris. Et après coup, hop, on passera à notre très cher Ether à l'antenne. Je te fais des bisous, ma très chère Vera. À bientôt. Bisous. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia.